On parlait du Nigeria où au moins 21 personnes sont décédées lors d'une distribution de nourriture par une église russe. Donc, Ovi voulait ajouter quelque chose. Oui, je voulais ajouter quelque chose qui me semble important, c'est la perte de souveraineté au niveau des États. Parce que, si vous voulez, ces églises-là, elles viennent remplacer, disons, elles viennent se substituer à l'État dans des secteurs que l'État déserte. Lorsque vous avez des dons, les dons, ils viennent d'où? Ils viennent de qui? Actuellement, dans plusieurs États du monde, vous avez des lobbying qui se créent, des lobbying religieux qui se créent et qui vont être, comment dirais-je, qui vont s'investir en politique. Vous l'avez au Brésil. Au Brésil, le président actuel est soutenu par des lobbies Jair Bolsonaro. Voilà. Vous allez aux États-Unis, vous avez vu le cas de Trump, il s'appuyait sur un certain nombre de lobbies. Lorsque vous avez en France, il y a eu un problème en temps de conflit parce que vous aviez des dons qui venaient de pays musulmans pour aider des quartiers pauvres en France. Au début, l'État laissait faire et après, l'État s'est rendu compte que, mais attention, c'est-à-dire, il y a substitution, il y a perte de souveraineté parce que du jour au lendemain, ces groupes religieux ou ces personnalités religieuses deviennent influentes, mais influentes au point de pouvoir contrôler parfois l'action, en tout cas influencer l'action de l'État. Et tous ces dons, encore une fois, agir même sur la citoyenneté. Voilà. Et très souvent, les dons, il faut savoir d'où ils viennent. Viennent-elles d'un pays? C'est pour ça qu'il y a la question, il y a cette friction-là en Chine. Parce que en réalité, la religion est un outil géostratégique. Ouais. La religion est un outil géostratégique. Israël s'en sert, vous verrez avec la religion juive, le judaïsme, les chrétiens s'en servent, vous voyez le Vatican, qu'on appelle les musulmans s'en servent, vous voyez par exemple avec la finance islamique, ce n'est pas rien. Lorsque vous allez en Chine, la Chine qui refuse qu'il y ait un lien entre, comment dirais-je, certaines de ces instances religieuses et, si vous voulez, les pays d'origine de ces instances, c'est justement parce qu'ils se posent la question de la souveraineté. L'État chinois ne veut pas que un certain nombre, une influence vienne par exemple du Vatican ou vienne par exemple de la Mecque ou ainsi de suite. Vous voyez, donc ce sont des choses qui sont très très importantes, notamment en Afrique où on a des problèmes de pauvreté, on a des problèmes d'organisation, on a des problèmes d'élection. Et vous allez le remarquer que ces dernières années, je veux dire, mettons 10, 15, 20 dernières années, on a eu quelque chose chez les chefs d'État qu'on n'avait pas avant. Oui. Je vais donner un exemple, par exemple, vous prenez le cas du président Abdou Diouf. Le président Abdou Diouf, l'ancien président sénégalais. Il était musulman, son épouse est catholique. Mais jamais vous ne verrez faire de la surenchère par rapport aux religions et ainsi de suite. Les présidents qui sont venus après, on a remarqué. Par exemple, si vous prenez le président Gbagbo avec son épouse Simone Gbagbo, à un moment, il y avait un travers religieux. Oui. Vous prenez le président du Ghana, à un moment, il y a une référence à la religion. Vous prenez le président du Congo, à un moment, il y a une référence à la religion. Donc, petit à petit, on va s'appuyer sur un électorat qui a été récupéré par des obédiences religieuses, mais des obédiences religieuses qui sont financées de l'extérieur. Et ce financement extérieur, d'où vient-il? Qui est-il? Vous prenez par exemple l'église baptiste américaine, c'est une institution. Ouais. Donc lorsque vous avez par exemple dans un pays, vous allez voir par exemple l'église baptiste faire des écoles et ainsi de suite, tout ça c'est louable, parce que pour l'instant on dit oui ça aide et tout ça, mais après ça peut être récupéré et être utilisé. Au Nigeria, au Nigeria par exemple, vous avez actuellement des villes-églises. Vous avez des églises qui prennent des terrains, même au Togo, vous avez des églises qui prennent des camps. Il y a des camps de prière avec un certain nombre, et des gens qui y sont depuis 15, 20, 30 ans, qui sont fortement... Voilà. Et puis, je vais terminer avec un dernier point qui peut intéresser ceux qui s'intéressent à l'histoire. C'est celui, parce qu'à chaque fois que les peuples se sont sentis abusés, se sont sentis, si vous voulez, appauvris, et qui ne se sont pas reconnus dans les structures de l'État,
ils ont versé de l'autre côté, c'est-à-dire tout ce qui est éthérique, tout ce qui est spirituel et tout ça. Ce qui fait qu'en Afrique, on a eu ce qu'on appelle les courants messianiques. Et les courants messianiques, vous les avez aussi, ce sont des courants qui, pour certains, ont lutté contre le colonialisme avant d'être évincés par les politiques. Donc vous allez retrouver cela en Zambie, au Zimbabwe. Vous avez un des grands exemples est celle de Simon Kibangu avec l'église Kibangi. Ouais. Et Simon Kibangu, on parle beaucoup de Mandela qui a fait 27 ans de prison. Simon Kibangu, il en a fait 30. Il a fait 30 années de prison enfermé. Il est décédé en prison. Et son église a perduré, s'est investie profondément dans ce qui était la lutte contre le colonialisme. Ouais. Vous avez des sectes au niveau de la Sierra Leone. Vous avez même des églises comme Christiani Céleste, qui à un moment... Voilà. Donc, à un moment, tout cela peut être bien et anodin, jusqu'au moment où se pose la question essentielle du financement. D'où vient le financement? D'où vient l'argent qui... Voilà. Alors, Ibrahim Mathia, est-ce que c'est vrai que c'est fréquent au Nigeria, mais est-ce que ce drame va finalement réveiller les autorités de ce pays? Absolument, parce que ça a ému tout le monde et même les autorités se sont impliquées et elles ont compris quand même qu'il y a urgence et qu'il fallait faire beaucoup de choses sur le plan social pour les populations. Donc, et surtout, il y a aussi le contexte de la guerre en Ukraine. Quoi qu'on dise, que ça a un rapport avec ce qui se passe en Ukraine. Parce que, vous savez, la source d'approvisionnement en matière de blé, en matière d'huile, parce que quand vous prenez l'Ukraine, c'est l'Ukraine qui produit de l'huile. Tout ça là, et ce que nous utilisons ici pour la cuisine et tout ça là. Donc avec la guerre, avec la crise, il s'est fait que ces denrées alimentaires là étaient presque n'étaient pas à la portée des bourses. Et donc les familles trimaient, les familles n'arrivaient pas à joindre debout. Donc quand on annonce des actions de distribution de nourriture, vous voyez que ça doit amener une certaine ruée vers là. Les gens vont courir, vont aller, et voilà ce que ça entraîne comme conséquence. Donc il revient maintenant à l'État, et vous l'avez signifié, l'État doit revoir un peu ces mécanismes, ces interventions en matière sociale au niveau des populations, revoir comment aussi mettre à contribution les ressources de l'État pour que les populations les plus démunies puissent aussi en profiter, parce qu'après tout, ils sont aussi des Nigérians, donc tout ce qu'il y a comme ressources, tout ce qu'il y a comme richesse au niveau du Nigeria, ils doivent en profiter. Et l'autre aspect, c'est vers là que je vais vraiment terminer. Je voulais parler aussi de revoir un peu les mécanismes d'importation des produits. Oui. Parce que avant, si le monopole était détenu par des privés ou bien des multinationales, donc l'État doit commencer maintenant par regardant, commencer aussi par avoir les circuits, multiplier les circuits d'approvisionnement. Parce que si c'est le blé ukrainien qu'on prenait ou bien le blé, disons, russe qu'on prenait, il y a aussi du blé en Amérique, il y a du maïs en Amérique. Hein, si la production locale ne peut pas aussi couvrir le besoin alimentaire de la population en interne, on peut aussi importer. Je disais la dernière fois, certains étaient choqués, mais c'est cela. Je disais que l'État togolais peut commander du maïs aux États-Unis. Et amener ça, déverser ça sur le marché ici pour que nous puissions acheter un maïs à prix subventionné. Et non, ça a choqué certains de mes interlocuteurs. Ils ont dit, mais comment je peux dire des choses comme ça? L'Ansaka est du stock. J'ai dit non, il n'y a pas de problème. L'Ansaka est du stock. On parle du stock de sécurité. Mais en 2020, lorsque la crise a commencé, l'Ansaka a déversé son stock de sécurité. Je me demande si l'Ansata a encore ce stock de sécurité pour le déverser au moment où nous en avons besoin. C'est la question qui se pose. Vous comprenez? Donc il faut réorganiser les circuits d'importation et voir dans quelle mesure on peut vraiment amener à atténuer. Parce que je me rappelle de cette histoire à l'époque, l'Ansat déverse le stock. Mais moi, je n'avais pas compris pourquoi ils avaient déversé le stock, alors qu'en réalité, il s'agissait de contrôle des prix. Il y avait une inflation préfabriquée il suffisait de contrôler les prix. Bon, après, peut-être la petite anecdote qui peut intéresser ceux qui nous suivent, c'est qu'on a beaucoup parlé du pain par rapport au blé, chercher à savoir s'il y avait des farines panifiables et ainsi de suite. Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est que les Afro-Américains, ils ont ce qu'on appelle le South Food, et ils ont un mets chez les Afro-Américains qui est intéressant, qui s'appelle le pain de maïs.
mais il faudrait peut-être investir dans le pain de maïs. Pourquoi pas. Ici, on parle du pain du manioc, avec la farine du manioc, et c'est en train d'être vulgarisé. Il y a une société aussi, une boulangerie bien connue qui travaille avec le soja, bien évidemment, avec le mil aussi, le sorgho. Mais on en fait de très bonnes choses aussi. Donc, mais est-ce qu'il faut oser? Le pain, c'est le pain. On peut trouver, comme vous le dites, d'autres alternatives pour pouvoir éviter ces genres de drames, parce que visiblement, on est en train de distribuer des nourritures, donc forcément les gens ont faim. Bien évidemment, l'alternative, c'est premièrement d'essayer de mettre la population là au travail. Ça, c'est la première des choses, c'est de mettre la population au travail. Puisque bon, je vais parler contextuellement du Togo, parce que nous sommes au Togo. On a des terres. Et l'État peut arriver à créer des fermes agricoles et mettre certaines populations qui se sentent dans le besoin, qui veulent vraiment travailler, parce qu'on a des têtes déjà qui ont fait l'agronomie, qui sont en train de conduire des émissions. Tout à fait. On peut les mettre au travail et pour qu'ils arrivent à vraiment produire de la nourriture injectée au sein de la population. Mais pour le moment, à l'instant, on ne va pas attendre que ces champs-là produisent avant qu'on ne mange. On a besoin de manger. Pour le moment, ce qu'il faut faire, le grand frère vient de le dire, on peut diversifier nos sources de commandes en s'adressant à d'autres pays qui puissent nous aider à pouvoir subvenir à nos besoins, tant soit peu en attendant que nos propres productions puissent être déversées sur le marché. Mais le problème aussi, c'est, je viens de le dire au niveau de l'ANSAT, on était au début de la crise et moi j'ai jamais compris pourquoi l'ANSAT a pu déverser son stock. Moi je ne l'ai jamais compris, je l'ai dit tout au début, c'est pas encore le moment. Le plus important maintenant, c'est d'arriver à contrôler le prix sur le marché. Mais vous déversez le produit. Maintenant qu'on est à un niveau assez crucial de la famine, on ne trouve plus rien. C'est assez dommageable pour le système. Je ne sais pas comment les gens ont su faire ça, mais sincèrement, à la prochaine, il va falloir remédier à ce genre de situation pour qu'il n'y ait pas de problème. Au niveau de la fabrication du pain avec les farines de manioc ou bien encore du soja et autres, moi, je vais dire quelque chose. Ceux-là qui sont venus avec ces idées, ils l'ont eu pour eux-mêmes. Maintenant, si l'État peut faire en sorte que certains puissent apprendre auprès de ces personnes-là, pour que, vous savez, la mort peut appeler les gens à tout moment. Si cette personne-là disparaît, c'est fini pour vous. C'est grave, il faut les vulgariser. On peut amener des gens à apprendre ça pour que cette situation peut être vulgarisée, pour que même après la disparition, on ne le souhaite pas de ces personnes-là, on puisse pérenniser la production de ces choses. Et aussi, arriver premièrement à pérenniser la production du soja consommable à l'intérieur, pas seulement pour l'exportation, et aussi la production du manioc. Il faut en disposer assez pour pouvoir fabriquer du manioc et de la farine qui puisse arriver à suffire à toute la population. C'est vrai que vous avez parlé du Togo, mais ça reste pour le Nigeria également, parce que ce sont les mêmes peuples. On reste avec vous, Gabin, et on prend la direction du Sénégal, où le président Macky Sall a ordonné vendredi un audit des services néonatals dans le pays après la mort de 11 nouveau-nés dans un incendie d'un hôpital qui a suscité une nouvelle vague de chagrin et d'indignation concernant le système de santé dans le pays. C'est le drame de trop, c'est ce qu'on peut dire tout simplement, Gabin Adjao. Oui, c'est le drame de trop, d'autant plus qu'il y avait eu déjà une autre drame où certaines sages-femmes avaient été impliquées là-dedans. Et ça suivait encore, il n'y a pas encore au moins 3 mois. Moi, ce que j'ai aimé chez le président de la République, c'est sa promptitude à réagir. Il était revenu en même temps parce que là, il s'agit d'une question assez cruciale, le décès des enfants et surtout de la remise en cause du système sanitaire du pays. Et il était revenu, il a démis en même temps le ministre de la Santé. Et là, sincèrement, on peut tout dire, mais le président sénégalais est en train de faire un travail assez louable parce que le drame, ça s'est déjà produit, mais maintenant, qu'est-ce qui accompagne, quelle est la réaction qui va suivre à cela? C'est ce qu'il est en train de faire. Je pense qu'on va commencer par un audit du système sanitaire, voir réellement ce qui se passe dans le système sanitaire, dans les hôpitaux, qui gère, à qui la faute.
et faire des enquêtes véritablement pour pouvoir situer les responsabilités. Et je pense que le directeur de l'hôpital aussi a été démis de ses fonctions en attendant que l'enquête aboutisse. Donc c'est déjà bien. Je suis sûr que l'enquête là va aboutir parce que le président même s'y est mis, parce que s'il a pu quitter tous ses engagements pour pouvoir rentrer et mettre à place ce système-là, sincèrement, c'est assez louable. Mais ça fait mal perdre des enfants nouveau-nés qui meurent dans un incendie. Je n'imagine pas la douleur des parents. Mais bon, le président a pris la mesure de la situation. Je pense qu'il va essayer de faire à sorte que la situation soit assez surmontable pour ces parents-là, même s'ils n'arrivent pas à oublier ça. Mais bon, ils vont se dire au moins il y a une décision qui a été prise et prochainement, les gens n'auront plus peur d'aller dans ces hôpitaux publics-là. Le problème aujourd'hui en Afrique, nos hôpitaux publics, ça fait peur. Ça fait réellement peur. Et sincèrement, je pense qu'il va falloir que et le corps médical et les directeurs des hôpitaux et même les ministères arrivent réellement à savoir que bon, nous sommes en train de gérer un pays. La santé, c'est très important. Ça fait partie des premières choses pour que une nation puisse vivre convenablement et aller vers le développement. Donc on ne peut pas s'amuser avec la santé d'une population. Donc le président Macky Sall est en train de voir de ce côté-là véritablement ce qu'il faut faire. Je fais une corrélation avec ce qui s'est passé au Togo après le décès d'une dame qui était morte en charge Dame Orlena Lane. Bon, par après, on ne sait pas ce qui s'est produit, mais au Sénégal, il y a eu des arrestations et véritablement, il va falloir qu'on apprenne de ce que le président lui-même est en train de faire. Il s'est mis au devant de la scène, il a pu discuter et puis il a pris des décisions. C'est vraiment louable, même si ça ne peut pas faire revenir les enfants à la vie. Alors, le président a pris des décisions. Gabin l'a dit, il a limogé son ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf, ça, remplacé par Marie Kémissingondian. Ça n'a pas suffi. On veut parler de l'audit. En quoi consiste, Ibrahim Acha, selon vous, l'audit du système sanitaire? Je pense que l'audit du système sanitaire, c'est de faire l'état des lieux de tout ce que le pays a en matière de dispositifs sanitaires. Et c'est très important parce que vous allez voir que les présidents qui se sont succédés à la tête de l'État sénégalais, chacun à son niveau a pu faire ce qu'il pouvait faire pour que le système sanitaire puisse se porter mieux. Mais est-ce qu'il y a eu un travail de diagnostic des vrais problèmes, en tout cas des vrais besoins au niveau du système sanitaire du pays avant que les édifices ou bien les réalisations qui sont venues en complément aient été faits? Vous voulez dire que les problèmes sont profonds? Non, c'est profond, c'est profond. Le problème est profond et donc il fallait faire maintenant l'audit pour savoir réellement de quoi a-t-on besoin. Par exemple, quand on parle de plateau technique, on dit bon, le plateau technique, ce n'est plus ça ne répond pas, mais il s'agit de quoi concrètement? C'est devenu un fourre-tout, tout le monde dit le plateau technique est dégarni, le système sanitaire est obsolète, c'est ce qu'on dit, mais il s'agit de quoi concrètement? Donc c'est l'audit qui va établir vraiment les vrais besoins, le problème et même le degré de dangerosité, si vous le permettez, des infrastructures que les Sénégalais ont. Vous pouvez voir un hôpital, on va en badigeonne, de vue de l'extérieur, c'est très beau, mais quand vous rentrez dedans, mais ça ne va pas. Entre-temps, je vais parler d'un hôpital que nous connaissons très bien, de référence dans le pays. Mais il a suffi qu'un médecin, qu'un chirurgien sorte pour nous dire que le bloc opératoire, c'est la merde. Mais on n'en revenait pas. Il paraît que c'est des acrobaties qu'on fait pour pouvoir opérer des gens parce que la lampe même ne tient pas. Oh, c'est l'élément central. La lampe même ne tient pas. Donc il faut faire des acrobaties, il faut faire quoi pour pouvoir opérer une personne? Dans ces conditions, il va de soi que quand ils sont à bout, ils vont lâcher, et bon, c'est fini, la personne va partir. Donc il faut vraiment faire le diagnostic. Et c'est en ce sens aussi que je rejoins un peu le professeur
David, qui était à la tête du Saint-Fort, qui disait à l'époque, je me rappelle, qu'il devait aussi faire un travail minutieux en ce sens. C'est-à-dire diagnostiquer ce qui ne va pas, essayer de faire l'état des lieux des infrastructures, parce qu'il disait que le système sanitaire ça ne va pas, les hôpitaux sont des mouroirs et tout ça là, mais si on les appelle, on leur demande, bon, de quoi a-t-on besoin? Ils étaient incapables de dire que par exemple à Tchévier on a besoin de tel, à Sokodi on a besoin de tel, à Tchamba on a besoin de tel, à Sokodi on a besoin de tel. Ils étaient incapables de le faire. Et il m'avait dit qu'il devait, il m'avait dit qu'il devait vraiment procéder à ce travail minutieux et faire le diagnostic de tout ce qu'il y a comme manquement et ce qu'il fallait quand même faire de façon concrète pour que le système sanitaire togolais réponde véritablement aux enjeux de développement, aux enjeux en tout cas de bonne santé, du bien-être des populations. C'est la même chose que le président veut faire. C'est vrai que les gens diront qu'il a fallu ce drame d'abord avant que il ne se réveille, puisque à l'interne à Dakar il est très critiqué. Les gens disent qu'il y avait une certaine insensibilité des autorités par rapport à tout ce que l'on rencontrait comme désagrément et dysfonctionnement au niveau du système sanitaire. Donc maintenant qu'il y a eu ce drame, ça a réveillé les gens. La preuve, il était à un sommet à Malabo, il a quitté, il est revenu parce qu'il y a eu, on parle de bébés qui sont morts, mais si dans certains pays c'est rien, mais en tout cas au Sénégal c'est chargé de symboles. Vous comprenez? Et il est rentré, il a pris le devant et vous voyez les ministres qu'on a démis des fonctions parce qu'il y avait une démission entre griffes, même s'ils ne sont pas responsables de ça, mais ils sont à la charge de ce département et lorsqu'il y a problème ils doivent répondre, vous comprenez? Donc on a démis le ministre et voilà, et il est en train de prendre aussi d'autres dispositions. Maintenant quand il parle de l'audit, c'est que concrètement l'État veut prendre à bras le corps le problème sanitaire sénégalais. Et quand on arrive avec un listing bien précis de ce qu'il faut pour le système sanitaire, je pense qu'on pourra aussi aller de façon quantifiable, quantifier le besoin, et là l'État peut savoir ce qu'il faut débourser pour pouvoir parer à toutes ces situations. Alors, est-ce que vous pensez, Horus Donkovi, que les différentes décisions du chef de l'exécutif sénégalais vont être une sorte de panacée aux problèmes sanitaires que le pays subit ces derniers temps? Alors, mettons que j'aurais souhaité, mais je suis sceptique. Je suis sceptique à cause de la ligne directrice dont s'inspirent nos États en matière de développement. Le modèle actuel, le modèle qui est suivi, c'est le modèle capitaliste. La volonté des États, ou disons, ce dans quoi les États ont été encouragés, c'est de sortir de l'espèce d'État-providence que l'on avait, si vous voulez, dans les années 60-70, où on allait vers, si vous voulez, une grosse subvention au niveau des hôpitaux, au niveau des infrastructures, au niveau de l'école et ainsi de suite. Ce qui fait que dans beaucoup d'États africains, même si vous aviez des établissements d'élite, que ce soit du côté de l'école ou du côté de la santé, tout le monde y allait. C'est-à-dire là où le directeur de société va aller pour se faire ses soins, ben vous allez voir le paysan qui y va, la sage-femme qui y va. Malheureusement, avec les ajustements structurels et avec la volonté des puissances de briser cet élan-là au niveau des États africains, on est dans, si vous voulez, dans la projection d'un autre modèle. Et on le voit, quand vous le voyez, vous voyez qu'actuellement, la norme disons, la mode est aux hôpitaux privés. Que ne peuvent se permettre qu'une frange de la population. La mode est aux établissements privés, que ne peut se permettre qu'une frange de la population. Et l'image subliminale qui est renvoyée aux populations, c'est celle de la culpabilité de ne pas pouvoir faire des sous. Oui. Tout à fait. C'est très vicieux. Oui. Et le concept c'est Michel, tu ne peux pas te soigner parce que tu n'as pas les moyens. Parce qu'il n'y a pas l'hôpital, c'est parce que tu as été
paresseux pour ne pas générer assez de moyens. C'est ça la C'est pernicieux. Donc finalement, tu as des populations qui vont courir vers le profit maximum, quitte à faire des bêtises, des conneries, et ainsi de suite. Et c'est ça, quand tu vois médiatiquement, c'est ce qui est le plus véhiculé. C'est-à-dire, pourquoi ne peux-tu pas mettre ton enfant dans une des meilleures écoles? Parce que, si tu veux, socialement, on sous-entend que tu n'as pas fait les efforts nécessaires pour avoir l'argent pour mettre l'enfant dans cette école-là. Alors qu'avant, ce qui se passait, c'est que foncièrement, disons, fondamentalement, on s'arrangeait pour que les gens puissent avoir du travail et pour qu'il y ait une école subventionnée, un hôpital subventionné qui puisse soigner tout le monde. C'est pas sûr. Oui. Donc quand tu vois par exemple l'audit du président Macky Sall, déjà, c'est un président proposé. C'est un président africain. Ouais. Donc, de facto, tu sais que l'hôpital ne va pas bien, tu sais que l'école ne va pas bien, surtout dans un pays où tu as des talibés qui traînent dans la rue, tu as des cas de pauvreté extrême, tu as de l'immigration clandestine. Je vais donner l'exemple, on a eu le cas du petit Doudou que le papa met dans un bateau pour travailler. Donc, on ne t'apprend rien en fait. Et il faut ces deux scandales-là pour que tu interviennes et que tu lances une audit. Toujours est-il que, il a quand même le bénéfice d'être un chef d'État qui lance l'audit. Dans certains pays, les gens ne l'ont pas fait. Tout à fait. Ok, tu lances l'audit. Maintenant, faire une audit qui va se contenter de fixer juste les besoins matériaux, sans projection sur 5, 10, 15, 20 ans, c'est aussi une erreur. Oui. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, si vous ne formez pas la prochaine génération de médecins, d'infirmiers et de sages-femmes, vous n'en aurez pas, même si vous faites un bâtiment 5 étoiles où il y a tout le matériel. Ce qui fait qu'en Afrique, vous avez des pays qui ont, eux, le matériel, mais qui n'ont pas les médecins. Donc vous allez avoir, par exemple, dans l'Afrique de l'Ouest, un ensemble de médecins, d'infirmiers, de sages-femmes, qui vont quitter l'Afrique de l'Ouest pour l'Afrique centrale, qui, eux, parfois ont investi dans le matériel, mais n'ont pas investi dans la capacité humaine de se pouvoir. Dans la formation. Vous ne pensez pas que le président n'a pas trop la tête à cela en ces temps-ci? Pardon? Le président n'a pas trop la tête en cela en ces temps-ci. Il est presque en fin de mandat. Il a aussi des élections. Non, mais c'est coupable. C'est le 31 juillet à venir. Non, mais c'est coupable de ne pas avoir en tête. Alors, vous dites, c'est-à-dire c'est assez simple. Mettons que, pour moi, si vous voulez, le politique complique beaucoup des choses. Là, c'est assez simple. Vous avez un État. Si vous voulez que cet État soit puissant, soit viable, soit à la tête, il faut que les populations qui sont au sein de cet État soient épanouies, soient dynamiques et soient productives. Ça veut dire que si par exemple vous prétendez avoir des impôts, générer des bénéfices, il faut que ceux qui travaillent au sein de cet État, les populations soient riches. Mais pour qu'elles soient riches, il faut qu'elles soient épanouies. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la santé. Il faut qu'il y ait un minimum de protection des libertés et des droits. Il faut qu'il y ait une éducation. Et c'est à partir de cela que vous pouvez exiger de l'individu de générer de la richesse. Sinon, il n'en génère pas. Et finalement, vous vous retrouvez à court. Donc finalement, jusqu'à présent, vous avez des États, par exemple, quand vous prenez la plupart de nos États, on leur a dit l'éducation, c'est un secteur où vous perdez de l'argent. On leur a dit la santé, c'est un secteur où vous perdez de l'argent. Donc finalement, quelle est l'alternative qu'on leur offre? C'est de booster un secteur privé où ils vont percevoir des taxes. C'est pas choix. Un secteur privé où ils vont percevoir des taxes et qui en réalité désengage l'État de certaines responsabilités. Sauf que la population n'y a pas accès. Il n'y a qu'une catégorie particulière de personnes qui y vont. Et à la fin, si vous voyez au sein des populations, et quand vous regardez par exemple le cas du Togo, vous l'observez, il y a un schisme qui se dessine. C'est pas ce qu'on comprend. Si à l'époque vous aviez des directeurs, par exemple je prends le cas du lycée Agbalépédo. Si par exemple vous prenez le cas du lycée on nous attend pour le journal. De février, vous avez le cas du lycée Agbalépédo où vous aviez le paysan qui allait, le fils du menuisier qui allait, le fils du directeur qui allait, le fils du ministre qui allait, qui était au lycée Agbalépédo, au lycée de Tokwa. Maintenant, dorénavant, vous avez le fils du menuisier qui va aller à Agbalépédo, mais le fils du directeur, lui, va en école privée. Bien sûr.
Allez, on marque la pause pour le journal et on vous retrouve au Russe Donkovi Gabin Adjao et Ibrahim Matia pour la suite de Regard Croisé.